On dit que la forêt du Nord est maudite. Les habitants du royaume de Marronnier savent tous qu'il faut faire demi-tour quand les troncs d'arbres commencent à se faire plus hauts, plus grands. C'est un avertissement aux vagabonds. Ce sont les bois d'où personne ne revient, où la magie des temps ancestraux persiste, donnant naissance à des créatures issues des cauchemars des gens qui s'y perdent. Cœur écorce, la forêt ancestrale où aucun être sensé ne s'aventure. Mais des temps difficiles mènent à des décisions désespérées. Le royaume de Marronnier est en flammes. La guerre civile fait rage. Nombreux sont ceux qui perdent leur maison et qui doivent, pour survivre, en bâtir une nouvelle loin du conflit sans fin. Souris, mulots, grenouilles, lièvres et hérissons. Plusieurs sont les animaux qui traînent leurs maigres possessions avec eux, prenant la vieille route. Vers le nord, par-delà les grands troncs, au sein de Cœur écorce. Là où se trouve leur future demeure, ou leur tombeau. Salut les nerds et bienvenue à ce premier épisode de notre série de jeux de rôle solo intitulé Cœur écorce, dans laquelle on utilise Savage Worlds Adventure Edition et le Mythic Game Master Emulator 2e édition pour faire une campagne de jeux de rôle solo. Notre aventure débute avec un groupe de migrants qui part de leur royaume au sud, qui est en proie à une guerre civile, et qui décide de s'aventurer au nord pour aller s'établir dans un endroit qui serait peut-être, on l'espère, plus sécuritaire que l'endroit où ils vivent, mais qui est aussi un endroit interdit, mystérieux, qui a été pas mal considéré comme une terre à éviter depuis des siècles, la forêt de Cœur écorce. Donc on a un groupe de migrants qui est en train de se diriger vers cette forêt-là en empruntant une vieille route de terre battue qui n'a pas été entretenue depuis des décennies, voire des siècles. Et le voyage est long et difficile. Je pense qu'on a quelques questions auxquelles il faut qu'on réponde quant à notre situation de départ. Ils sont combien, ces gens-là? Là, j'ai pas vraiment de table de combien de migrants sont dans un groupe, donc on va un petit peu créer notre propre règle ici. On va prendre une poignée de dés et on va brasser ça pour savoir il y a combien de migrants adultes dans ce groupe-là. J'ai 7 des 10. Mon but, c'est d'avoir un chiffre à peu près entre 25 et 50 parce que j'ai arbitrairement décidé que c'était à peu près ça que je voulais qu'on ait dans notre groupe de migrants. Donc on brasse les dés et on regarde qu'est-ce que ça nous donne. Donc on a un total de 40 migrants dans notre groupe et à ça, je pense qu'on peut ajouter à peu près, je sais pas moi, 20% d'enfants et probablement 10% de personnes qui sont âgées ou handicapées qui peuvent pas nécessairement contribuer autant au groupe que le ferait par exemple un adulte en pleine santé. Donc on a un groupe de 40 adultes, 8 enfants et 4 personnes âgées ou handicapées qui se dirigent vers le nord, vers la forêt de Cœur écorce, qui avancent sur une route de terre battue et qui ont faim, qui ont mal aux pieds, qui traînent leurs possessions sur eux en essayant le plus rapidement possible de se rendre vers l'endroit où ils vont peut-être pouvoir construire leur nouvelle maison. Je pense qu'on est à même de se demander qu'est-ce qui pourrait bien leur arriver, parce que c'est notre première scène, hein? On veut quand même démarrer avec un peu d'action, on veut quand même qu'il se passe quelque chose pendant ce voyage-là. Donc je pense qu'on va demander à Mythic qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc on va brasser un dessin. On obtient 23 et 28. Donc 23 on a Continue et 28 on a Expectation, donc attente. Continuer une attente. Continuer une attente. Moi, je me dis, bon, à quoi ces gens-là s'attendent? Ils s'attendent à trouver l'endroit où leur demeure va pouvoir se construire, là où ils vont pouvoir s'arrêter enfin de voyager. Donc, si cette attente-là doit se poursuivre, je pense que ça veut dire qu'ils vont pas trouver d'endroit pendant encore longtemps et qu'ils vont marcher et qu'ils vont marcher et qui vont marcher encore pas mal de temps. Ça veut dire que les membres de notre groupe vont commencer à se fatiguer, qu'ils vont peut-être commencer à manquer de nourriture. Bref, je pense que le moral doit commencer à faiblir un petit peu et que ça pourrait amener quelques problèmes au sein de notre groupe.
Là, mon petit côté maître de jeu sadique se pose des questions comme est-ce qu'en plus de ça, il se met à pleuvoir sur notre groupe de réfugiés? Présentement, notre facteur de chaos est à 5. Moi, je pense que c'est peu probable qu'il se mette à pleuvoir, mais ça peut quand même arriver. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près 35% de chance qu'il se mette à pleuvoir. On brasse les dés. Ça n'arrive pas, même si c'est un non extrême, parce qu'on a 88 et plus, en fait. Donc, on se retrouve avec un non extrême. Un non extrême sur la pluie, moi, je pense que ça veut dire qu'il fait extrêmement chaud, en fait. C'est extrêmement chaud et sec. C'est une journée particulièrement suffocante. Et, au fond, nos pauvres réfugiés se font vraiment massacrer, peu importe, mais c'est un peu ça le défi auquel ils ont à faire face en ce moment. Donc, on a notre procession de mulots, de lapins, de souris, de hérissons, d'écureuils, d'animaux qui avancent en file avec leur famille en poussant leurs biens sur des petits chariots, des petites brouettes, en portant leurs avoirs, peut-être même leurs enfants, qui sait, dans des sacs sur leur dos, qui essaient d'avancer toujours un peu plus, en espérant qu'éventuellement ils vont pouvoir s'arrêter. Et là, le soleil plombe sur eux. Ils approchent de la forêt de Cœur Écorce, mais malgré ça, il fait très chaud. C'est une journée très très chaude et sèche. Et je crois qu'il y en a plusieurs qui vont commencer à avoir soif, à se sentir faibles et à avoir de la difficulté peut-être à avancer, qui vont commencer à ralentir le groupe. Donc il va y avoir une vieille femme, une vieille musaraigne qui s'appelle Gléda, qui fait partie du groupe de réfugiés, qui, en essayant tant bien que mal de mettre une patte en avant de l'autre sur le chemin, va sentir la chaleur du soleil qui lui plombe sur la fourrure, sur le dessus de la tête, et qui va commencer à voir un peu flou. Les gens qui sont devant elle vont avoir l'air de plus en plus distants, et là, elle va commencer à chanceler un peu. Elle va être sur le point de tomber et de s'écraser de tout son long sur le chemin de terre battue. Mais à ce moment-là, je crois qu'elle va sentir une main puissante la retenir, la prendre par le sac à dos et l'empêcher de tomber tête première contre le sol. Et quand elle va lever la tête, elle va tomber nez à nez avec un de nos protagonistes, Rollon le blaireau, qui va la tenir comme ça par la sangle de son sac à dos et va lui dire « Madame, est-ce que ça va? » Et là, la vieille femme, clairement, de lui dire « Ah, je sens plus mes jambes. Je suis désolé, continuez sans moi. » Clairement, Rollon ne laissera pas ça arriver. Il va tout simplement lui dire « Vous en faites pas, j'ai encore un petit peu de place pour vous. » Et je pense qu'il va tout simplement la lever et l'installer sur son dos pour qu'elle puisse s'accrocher à lui. Rollon n'a absolument rien sur lui autre qu'une toge de moine, une espèce d'armure de plaque, un genre de plastron en métal qui lui recouvre le torse, et un bâton. Il n'y a aucun bagage, il n'y a absolument rien qui lui appartient. Si ça se trouve, Rollon a peut-être même des bagages de d'autres voyageurs qu'il a mis sur sa personne, parce que Rollon, on se le rappelle, c'est un blaireau. Il fait à l'équivalent de 2 mètres de haut. C'est un géant. Il est extrêmement fort. Donc, à côté des souris, des musaraignes, des hérissons dans le groupe, c'est vraiment une espèce d'homme fort qui est capable de transporter des bagages de 8 personnes sur lui. Donc, il va hisser Gléda sur son épaule et il va tout simplement la traîner avec lui pendant une autre portion du voyage. À partir du moment où il y a des gens dans le groupe qui se mettent à se fatiguer, qui se mettent à s'épuiser, il y a quelqu'un éventuellement qui va devoir demander à ce que le groupe fasse une halte. C'est qui le leader de ce groupe de réfugiés-là? Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un leader officiel, mais je me dis, il doit avoir quelqu'un qui, par ses capacités ou sa personnalité, est un peu le chef de cette bande-là et généralement la personne qui va prendre les décisions ou que les gens vont aller voir quand ils ont un problème. Donc on va générer un personnage qui va être le leader officieux de notre groupe de migrants. Quand je génère des personnages, je me demande toujours, bon, c'est quoi le genre du personnage? Généralement, ma règle est très simple. Je brasse un dessin. Si j'ai un chiffre impair, c'est un homme. Un chiffre pair, c'est une femme.
Et si j'obtiens 96 et plus, pardon, c'est un personnage non-binaire ou au genre incertain. Donc, je brasse ça et on se retrouve avec 89, donc c'est un monsieur. J'ai utilisé un générateur de noms pour lui trouver un nom, donc notre chef va s'appeler Gauthier. Et là, je veux qu'on en sache un peu plus sur Gauthier, donc on va brasser des dés, on va demander à Mythic, Gauthier, il a l'air de quoi et c'est quoi sa personnalité, c'était quoi sa job, qu'est-ce qu'il faisait avant de devenir chef d'un groupe de migrants. Donc on a 96 et 62. 96, on a Trader dans la liste de background, d'identité, pardon. Donc, ça veut dire que c'était probablement un marchand ou probablement une espèce de commerçant local avant de devenir chef du groupe de migrants. Je pense que ça a quand même du sens parce qu'un marchand aurait souvent tendance à gérer des déplacements de marchandises, peut-être même de gens, parfois. Donc, ça aurait du sens que logistiquement, ce soit une des personnes les plus équipées à gérer le groupe. Et au niveau de sa personnalité, on avait dit 62, donc on a manipulateur. Oh boy! OK. Donc c'est la personne qui va diriger le groupe, mais qui va peut-être avoir tendance à prendre des décisions en fonction de ses propres intérêts. Moi, je pense que s'il est manipulateur, il a peut-être envie d'être en sécurité, lui, le plus vite possible. Donc je me demande, est-ce qu'il demande au groupe de continuer sans les gens qui sont en train de s'épuiser? Est-ce qu'il est vraiment si égoïste que ça? Moi, je pense que c'est un 50-50, honnêtement. Oui, il est manipulateur, mais en même temps, je sais pas si il trouverait que c'est la bonne décision. Disons qu'on va monter une coche, on va y aller avec probable, et on va avoir une 65% de chance qu'il le fasse. Donc, on brasse nos dés. Il le fait. Le salaud. Quelqu'un dans le groupe, un hérisson qui va aller voir Gauthier, la petite souris marchande avec son petit chapeau, son petit béret avec une petite plume sur le côté, qui va aller voir Gauthier, qui va dire Gauthier, il y a des personnes âgées, des enfants qui commencent à se fatiguer, les gens sont plus capables d'avancer, ça fait des jours qu'on marche et il fait beaucoup trop chaud. Est-ce qu'on peut faire une halte? Attendre? Et je pense que Gauthier va se retourner vers lui, mais aussi vers le groupe et parler juste assez fort pour que tout le monde entende. Et dire « Quoi? Vous voulez qu'on attende, qu'on s'arrête ici, alors que les dangers nous entourent de toutes parts? Non, 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 certainement pas. C'est beaucoup plus sécuritaire pour l'entièreté du groupe de poursuivre notre chemin et de continuer vers le nord jusqu'à ce qu'on ait trouvé un endroit sécuritaire pour tout le monde. Parce que si on s'arrête ici maintenant, tout le groupe est en danger. » Je pense qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui ne se laissera pas convaincre par ça. Cette personne, c'est la petite écureuil rousse, Chardonne, qui est notre deuxième protagoniste. Donc elle va aller se planter juste devant Gauthier et elle va lui dire « Il n'est pas question qu'on abandonne qui que ce soit derrière, Gauthier. C'est tout le monde ou c'est personne. Le groupe reste ensemble et on va tous trouver notre place à Cœur Écorce. » Elle va devoir se disputer un peu avec Gauthier et on va voir de quel côté est-ce que la foule va pencher. Pour ça, on va devoir faire un jet de persuasion opposé entre Chardonne et entre Gauthier pour voir qui est le plus convaincant. Ici, sur sa feuille de personnage, on peut voir que Chardonne a un D4 en persuasion. Donc, quand elle brasse un jet de persuasion, elle brasse un D4. C'est pas beaucoup. Par contre, Chardonne est ce qu'on appelle un wildcard dans Savage Worlds. Les wildcards, c'est les personnages principaux, donc les personnages des joueurs, mais aussi les ennemis principaux ou les personnages très importants. Quand un wildcard brasse un dé dans Savage Worlds, il brasse toujours un D6 de plus, en fait, ce qu'on appelle le wild die, le dé sauvage, ça sonne bizarre dit comme ça. Donc, même si Gauthier va avoir un D8 parce que c'est un marchand, c'est un leader, il est persuasif, il est manipulateur, il est bon pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je pense que Chardonne a quand même une chance de réussir parce qu'elle brasse un D4 et un D6. Et elle garde le meilleur. Chardonne va obtenir un 3. Donc le 3 c'est le plus élevé, ça augure assez mal pour elle. Et Gauthier va avoir un 6. Gauthier clairement se laissera pas marcher sur les pattes par Chardonne, il va la regarder droit dans les yeux, il va s'adresser au groupe et dire « Il n'est pas question qu'on s'arrête un instant, sinon c'est fini. Suivons
la route. Elle nous mènera en lieu sûr. Et s'il y a des gens parmi vous qui tiennent absolument à mourir, eh bien, restez derrière. La majorité des gens vont suivre Gauthier, quitte à laisser certaines personnes derrière. Donc là, puisque Gauthier décide de faire une espèce de marche forcée, je me demande s'il y a assez de gens qui vont s'arrêter ou ralentir le groupe pour qu'il y ait comme une espèce de division, que le groupe se scinde comme un peu en deux, qu'on ait un groupe de gens qui décident de rester derrière pour se reposer, et un groupe de gens probablement beaucoup plus gros qui va poursuivre vers l'avant. C'est quand même, je dirais, très probable qu'il y ait quelques personnes qui finissent par devoir s'arrêter carrément, quitte à laisser le groupe continuer sans eux. Donc on a 75% de chances que ça arrive, et oui, c'est quelque chose qui se passe effectivement. Donc, il va y avoir des gens dans notre groupe qui vont être tellement fatigués, tellement épuisés, qui vont devoir s'arrêter et qui vont devoir regarder le reste du groupe continuer sans eux. Et peut-être qu'il va y avoir des membres de leur famille qui vont décider de rester avec eux. Disons qu'on brasse juste pour avoir un pourcentage, là. Bon, 76, on va prendre à peu près l'inverse de ça. Il va y avoir à peu près le quart des réfugiés qui vont rester derrière. Donc il va en avoir une dizaine qui vont être trop fatigués pour continuer et qui vont devoir s'arrêter. Donc si on y va à peu près, là, on a 4 personnes âgées, 8 adultes et 4 enfants qui vont décider de s'arrêter. Et devant cette division-là de leurs effectifs, Rollon et Chardonne vont tous les deux s'arrêter. Et Chardonne, moi je pense qu'elle va faire une petite crise, là. Je pense qu'elle va tirer la langue à Gauthier. Je peux pas croire que t'abandonnes les gens qui comptent sur toi. C'est ça. Va-t'en, Gauthier. On te veut même pas avec nous, de toute façon. Tu sens le vieux blond, ton chapeau est laid, la nuit tu ronfles, tu pues même quand tu te laves. Et elle va le regarder continuer sur la vieille route avec le reste du groupe qui ont probablement un certain malaise devant cette situation-là, mais qui vont envoyer un dernier regard aux gens qui restent derrière avant de continuer avec leurs affaires et leurs familles. Donc Rollon, Chardonne et les réfugiés fatigués vont s'arrêter. Rollon va déposer la vieille Gléda par terre et va lui dire: Bon, je pense pas que vous allez avoir besoin de marcher beaucoup plus aujourd'hui, mais si vous voulez quelque chose, je peux probablement vous trouver une couverture ou une collation là-dedans. Et là, il va se mettre à déposer tous les sacs que les autres voyageurs lui avaient demandé de transporter par terre, tout son attirail sur le sol. Les réfugiés vont commencer à se trouver probablement un endroit sur le côté de la route où ils vont pouvoir faire une espèce de petit campement, déposer leurs choses, s'étirer les bras, les jambes, s'asseoir après avoir marché pendant des heures et des heures, et probablement essayer de trouver un endroit à l'ombre où ils seraient un petit peu à l'abri du soleil et de la chaleur. Ça pourrait conclure notre première scène qui s'intitulait « La vieille route ». Avant de terminer formellement notre scène, on va juste mettre un petit peu certains trucs à jour. Il y a une liste qu'on peut trouver gratuitement avec le Game Master Emulator qui nous permet de garder comme une liste de tous les objectifs, quêtes, etc. que nos personnages ont, et une liste de tous les personnages importants, les groupes, les emplacements importants, etc. Et ça peut être utilisé quand on change de scène. Donc on a une liste d'objectifs ici qui est trouver un lieu pour s'établir, donc ça c'est comme l'objectif de tout le groupe de réfugiés. Et on a aussi rejoindre le groupe de Gauthier qui est l'objectif de notre petit groupe là, avec Rollon, Chardonne et la quinzaine de réfugiés qui s'est arrêté. Parce qu'éventuellement, ils aimeraient bien ça rejoindre leurs confrères et poursuivre la route ensemble, même si Gauthier c'est un peu un mange-marde. Parlant de Gauthier, c'est maintenant le personnage le plus haïssable de la campagne, donc on l'a mis bien en haut de la liste pour être sûr qu'on le revoit. On a Gléda, la vieille musaraigne que Rollon a décidé d'aider autant que possible, qui est un personnage important qui existe maintenant. On a les réfugiés en général, donc toute la masse de réfugiés pas nécessairement nommés encore, qui pourraient être importants dans une scène à venir. Et finalement, la forêt de Cœur-Écorce, parce que nos personnages ont tout juste commencé à l'arpenter, ils ont commencé à traverser la lisière de la forêt, et c'est possible que la forêt leur envoie quelques surprises.
Est-ce que nos personnages étaient en contrôle de la dernière scène ou est-ce qu'ils n'étaient pas en contrôle? Et je pense qu'on n'était pas vraiment en contrôle. Je pense que Chardon s'est un peu fait avoir par Gauthier. Je pense que nos personnages ont un peu été témoins d'une scène qu'ils auraient aimé empêcher. Donc ça veut dire que notre Chaos Factor va augmenter d'un point. Donc on est maintenant rendu à Chaos Factor 6. Quand on change de scène, on détermine d'abord c'est quoi la scène qui est attendue. Donc moi je pense que la scène qui est attendue, c'est que nos personnages vont faire leur campement. Ils vont essayer de juste se reposer. Donc pour voir si c'est ce qui se produit, on doit brasser un D10 et si on obtient en dessous de notre facteur de chaos, il se passe des choses. On obtient un 10, ça veut dire que la scène attendue a lieu. Donc, nos personnages vont s'arrêter, s'écarter du chemin et vont commencer à déposer leurs affaires là, placer des couvertures sur le sol, monter des tentes, fabriquer vraiment des abris de fortune avec le peu de choses qu'ils ont et se préparer à passer la journée là jusqu'à ce qu'ils se sentent capables de poursuivre le voyage vers le nord. Chardon va mettre ses compétences de survie à bon escient. Elle a un D8 en survie. C'est une experte de la survie en forêt. Donc, je pense qu'elle va commencer à fabriquer des abris pour tout le monde. Dans Savage Worlds, quand on brasse un jet qui n'est pas contre un autre personnage, on essaie tout simplement de battre une difficulté de 4. Si c'est une action extrêmement difficile, là, le chiffre peut être plus haut. Mais la majorité du temps, si on obtient 4 ou plus sur un jet, c'est une réussite. Donc, Chardon a son D8 de survie et elle a son D6 parce que c'est une wildcard, elle brasse toujours un D6 en plus de sa caractéristique. Et on obtient un 6 qui est sur notre plus haut dé, donc c'est une réussite. Chardon va se mettre à grimper aux arbres, c'est une écureuil, donc elle va avec une facilité déconcertante utiliser ses griffes pour se hisser en haut des troncs. Elle va se mettre à arracher des branches d'arbres particulièrement grandes et elle va les jeter en bas. Elle va faire des espèces de tapis, des lits de feuilles avec ça, des petits tapis de branchage. Elle va être capable d'aller trouver des branches plus grosses pour faire des espèces de toits, placer des feuilles dessus. Bref, elle va faire des espèces de tentes de fortune avec des branches des immenses arbres de la forêt de Cœur Écorce. Ce qui va permettre à certaines personnes qui ont peut-être pas d'abri très solide de pouvoir dormir dans un endroit qui est un petit peu plus sécuritaire. Là, une question que j'ai envie de poser à Mythic, c'est est-ce qu'il y a assez de ressources et de vivres pour tout le monde dans ce petit groupe-là? Parce que le gros des ressources est probablement resté avec le gros du groupe. Donc, est-ce que tout le monde a de quoi se nourrir aujourd'hui? Moi, je pense qu'on a à peu près 50-50% de chance parce que je me dis, bon, il y a peut-être des gens qui ont beaucoup de nourriture sur eux, il y a peut-être des gens qui ont réussi à en ramasser, il y a peut-être des gens qui ont pas faim, je sais pas. Donc, c'est assez aléatoire selon moi. Mais là, notre facteur de chaos est rendu à 6. Donc, ça veut dire que les chances d'avoir un oui sont plus élevées. Donc, est-ce qu'on manque de nourriture? Est-ce que quelqu'un manque de nourriture? On a 65% de chances que ça arrive. On brasse nos dés. Et on obtient 95. 95, c'est un non extrême. C'est un non extrême. Donc, ça veut dire que, en fait, ils ont vraiment beaucoup de nourriture. Donc, il n'y aura vraiment pas de problème d'approvisionnement à ce niveau-là et nos personnages vont pouvoir se concentrer sur le campement. Là, je me demande, est-ce qu'il se passe quelque chose pendant le jour? Avant la tombée de la nuit, je pense que leurs chances de croiser quelque chose de dangereux sont assez faibles, donc je dirais que ce serait peu probable. Mais là, notre facteur de chaos est à 6, donc on a quand même un 50% de chance que ça arrive. Tu sais, quand je vous disais dans mon autre vidéo que plus le facteur de chaos est élevé, plus le risque qu'il se passe quelque chose de flyé est élevé. Ben, on va voir s'il arrive quelque chose. 95, c'est un non extrême encore. Bon, ben, je suis désolé, gang, les dés veulent qu'il se passe absolument rien dans cette histoire-là. C'est juste l'histoire d'une bande de souris qui font du camping dans la forêt, en fait. Donc, ça veut dire que ça va être extrêmement paisible. Il va y avoir absolument rien d'anormal qui va se dérouler pendant la journée. Tout le monde va être excessivement content d'avoir pris cette décision-là de s'être arrêté pendant la journée. Les gens vont pouvoir se reposer extrêmement bien pendant cette journée-là. Les gens vont être en pleine forme le lendemain. Mais éventuellement, la nuit va se mettre à tomber. Une fois que le soleil se couche
et que les arbres se mettent à projeter des ombres de plus en plus sombres sur le sol, la forêt de Cœur Écorce va prendre un aspect beaucoup plus inquiétant. Il va y avoir un feu au centre du campement, autour duquel les gens qui sont encore réveillés vont être rassemblés, pendant que leurs familles, leurs proches sont couchés dans les tentes et les abris de fortune qu'ils ont eu la chance de monter pendant la journée. Autour du feu, il va y avoir Rollon et Chardonne qui vont être responsables de monter la garde pendant la nuit, pendant que les autres dorment à point fermé. Et avec eux, je crois qu'il va y avoir quelques autres personnes qui sont là pour monter la garde, mais aussi peut-être qui n'arrivent pas à dormir. Je crois qu'il va peut-être y avoir un enfant avec eux. Chardonne aime beaucoup les enfants, elle est un peu vue comme la grande sœur dans le groupe de réfugiés. Il va y avoir des enfants avec elle qui vont lui demander « Chardonne, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent sur la forêt de Cœur Écorce? » Chardonne, évidemment, voudrait bien les rassurer, et quand elle va regarder leurs petits yeux noirs mouillés là, de petites souris, de petits hérissons, elle va se sentir probablement un peu mal, mais je crois qu'elle va devoir leur mentir, en fait. Je pense qu'elle va carrément leur dire Bah, on raconte beaucoup d'histoires sur la forêt de Cœur Écorce, mais c'est surtout pour faire peur aux enfants pas sages, en fait. Est-ce que vos parents vous ont raconté ça parce que votre lit était pas fait ou parce que vous aviez pas fini votre assiette? Les enfants vont quand même se mettre à rire un peu parce qu'ils vont penser à des anecdotes ou des moments où ils ont commencé à être des fauteurs de troubles et leurs parents leur ont dit « Si tu continues comme ça, les monstres de Cœur Écorce vont venir te chercher la nuit. » Pendant ce temps-là, de l'autre côté du feu, Rollon va... En fait, je viens de me rappeler de quelque chose. Rollon a une peur phobique des flammes. On a ça ici, là, phobia feu mineur. C'est sur sa fiche de personnage. Rollon ne va pas se mettre à courir en hurlant dans la forêt en abandonnant tout le monde, mais je pense qu'il va se tenir un petit peu plus loin des flammes et il va probablement se sentir très mal à l'aise quand il va regarder le feu. Il va probablement se tenir assis en petite boule dans un coin du campement, les bras contre les genoux, les jambes contre le reste de son corps, à essayer de pas trop regarder en direction du feu qui brûle au centre du campement. Et même, je pense qu'il y a peut-être un des enfants qui va chuchoter à Chardonne, qui va lui dire « Pourquoi le gros blaireau, il se tient là-bas? On dirait qu'il a peur de quelque chose. » Et Chardonne va hausser les épaules et elle va dire Je sais pas. Je le connais pas beaucoup. Ça fait juste quelques jours qu'il a rejoint le groupe. J'ai pas vraiment eu l'occasion de lui parler. Mais de ce que j'ai vu, il a l'air gentil. Là, évidemment, on n'a pas le choix de demander à Mythic, est-ce qu'il se passe quelque chose pendant la nuit? Tantôt, on a dit que c'était peu probable qu'il se passe quelque chose pendant le jour. Je pense qu'au contraire, on doit dire que c'est très probable qu'il se passe quelque chose pendant la nuit parce que nos personnages ont mis les pieds dans la forêt interdite. Ils sont peu nombreux, ils sont relativement sans défense. Et par conséquent, les chances qu'un prédateur ou qu'une autre sorte de danger se pointe le bout du nez, je pense que ces chances-là sont assez grandes. Donc, avec le Chaos Factor à 6, on a maintenant 85% de chances que ça se produise. Est-ce que ça va encore être une vacance au camping? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? On a un 19. Ce n'est pas un oui extrême, mais on était à 2% de oui extrême. Normalement, il faudrait qu'on demande à Mythic, bon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, mais j'ai décidé que ça allait être un élément de danger parce que pour le moment, ça a été relativement tranquille et je pense qu'on serait peut-être dû pour un petit peu de piquant. Est-ce que c'est un danger qui est évident? Considérant que c'est la nuit, je pense que c'est peu probable, mais on a quand même un 50% de chance qu'il le soit, donc est-ce que c'est un danger qui est évident? Oui. Et le plus qu'on est la nuit, dans la forêt maudite, je me dis que ça pourrait être approprié qu'il s'agisse non pas d'une personne, mais bien d'une créature. Donc on va aller brasser sur la table de créatures dans le Mythic Game Master Emulator. On a un résultat de 33 furry, donc c'est une créature qui est recouverte de fourrure. Bon, ça nous aide pas beaucoup considérant que même nos protagonistes ont de la fourrure partout sur le corps.
Et on a 50 qui est Loud. Donc c'est une créature qui, comme notre résultat nous le dit, elle n'est pas particulièrement subtile. C'est le genre de créature qui se pointe quelque part, qui fait beaucoup de bruit et qui fait beaucoup de dommages. Donc alors que nos personnages vont être en train de monter la garde et de se raconter des histoires autour du feu ou de regarder dans toutes les directions sauf le feu, ils vont entendre un bruit de branches qui craquent plus loin dans le campement et un rugissement terrible qui va surgir de la nuit, qui va surgir de la forêt ancestrale et qui va réveiller tout le campement. Les gens qui sont assis autour du feu vont sentir le sang se glacer dans leurs veines et immédiatement, Chardonne va bondir sur ses pattes, prendre son arc et ses flèches et aller voir dans la direction du rugissement. Rollon va faire de même, se lever immédiatement, saisir son bâton. Nos deux protagonistes vont donc se diriger un peu plus loin et vont apercevoir dans le peu d'éclairage que le feu au loin leur prodigue une ombre immense et hirsute, une forme de créature qu'ils n'ont jamais aperçue auparavant, qui est en train de déchiqueter un des abris de fortune avec ce qui semble être des immenses griffes, va se retourner, tourner son regard et ses deux yeux jaunes qui brillent dans le noir dans leur direction et pousser un nouveau hurlement. Et là-dessus, on va s'arrêter. Hey! Premier épisode, premier cliffhanger, fallait que je le fasse, c'était trop facile. Voilà. Je suis quand même très satisfait de ce que ce premier épisode-là donne. Nos personnages se sont déjà érigés en héros et en défenseurs des faibles. On a Rollon et Chardonne qui essaient désespérément de protéger une dizaine de réfugiés qui étaient tellement épuisés que même les autres réfugiés les ont abandonnés. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de Cœur Écorce autant que j'ai apprécié le faire. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type-là, donc c'est possible que j'ai des choses encore à apprendre. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas. Évidemment, les likes, les commentaires, ça supporte la chaîne. Si vous voulez faire ça, c'est super apprécié. Puis si vous voulez pas, ben faites-le pas. Sur ce, je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de Rollon Chardonne et des créatures mystérieuses qui se trouvent dans la forêt de Cœur Écorce. À bientôt!